Chers amis, le business en ligne ne convient pas à tout le monde. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être la fausse bonne idée. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va profiter d'un temps absolument merveilleux, d'un délicieux cigare et d'une petite vingtaine de minutes pour pouvoir discuter de ce sujet. En fait, c'est un breakthrough que j'ai eu il n'y a pas longtemps parce que vous savez que moi je fais du business dans le vrai monde. Donc avec des vrais impôts, des vrais taxes, des vrais business, des vrais clients. J'en fais en ligne et hors ligne. Je connais les deux mondes. Et ça a mené une réflexion en fait que je vais vous livrer et qui va sans doute vous éviter bien des écueils. Alors, dans cette vidéo, je vais un tout petit peu attaquer le business en ligne, sauf que j'en fais moi-même. Donc on est bien d'accord, le business en ligne, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien. Mais il ne faut pas idéaliser la chose. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses en fait dans le business en ligne qu'on imagine être des avantages, qui sont en réalité des inconvénients ou bien des trucs à double tranchant. La plupart des gens souhaitent se lancer dans le business en ligne déjà. L'une des premières raisons, c'est parce qu'ils se disent, on a cette impression, hein, comme c'est digital, on a l'impression que on va dire que c'est moins cher, c'est gratuit. Ou bien, les gens savent que bon, il y a peut-être des petits logiciels à payer, mais ils se disent, finalement, se lancer en ligne, n'importe qui peut se lancer en ligne, ça ne coûte pas d'argent. Et en réalité, pour quelqu'un qui veut lancer un vrai business en ligne, rien n'est plus faux. Prenons je vais même pas parler de l'e-commerce parce que là, vous allez tout de suite comprendre qu'il faut des stocks, etc. On pourrait parler du dropshipping, mais il faut faire des ads. Mais prenons l'exemple d'un des business les plus lean et un des business avec les marges les plus grosses, l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est vous vendez des accompagnements, des formations, vous vendez de l'information. Bon, les gens se disent souvent, bah voilà, vendre de l'infoprenariat, franchement, c'est super léger comme business. Il n'y a pas de charge, il n'y a rien, tu as quasiment toute ta marge dans ta poche. Vous allez voir que même dans l'infoprenariat, en réalité, il y a des frais qui sont engagés. Si vous voulez travailler sérieusement, je vais vous donner la liste des frais. Déjà, il faut se faire connaître. Ok. Je suis pas quelqu'un qui fait les choses sérieusement. Il faut se faire connaître. Comment se faire connaître en ligne quand vous avez des milliers et des milliers et des milliers de petits créateurs qui se lancent tous les jours, qui abandonnent tous les jours et que vous, finalement, pour percer, pour que des gens vous prennent au sérieux, pensent que vous voient comme quelqu'un de crédible et finalement achètent votre information. Comment faire finalement pour être perçu comme quelqu'un de crédible? Eh bien, théoriquement, ça c'est la théorie, déjà un infopreneur devrait avoir réellement quelque chose à offrir. Et surtout, si vous êtes dans la niche Make Money, vous voulez vendre à des gens des solutions pour faire de l'argent, mais il faut déjà que vous-même vous en ayez fait. Donc ça suppose que vous ayez déjà derrière, finalement, engrangé des frais énormes finalement, pour créer quelque chose dans le monde réel, et qu'ensuite vous en parlez sur Internet. Je prends un exemple avec mon business d'Airbnb. Moi, je ne pourrais pas vous vendre du Airbnb, des formations Airbnb, si derrière, je ne vous avais pas filmé les appartements, si derrière, je n'avais pas toute cette expertise qu'il m'a fallu des années à avoir, et puis des années à prendre des appartements, à les équiper, à payer le loyer, etc. etc. En fait, derrière ce business qui a l'air d'être simple, qui a l'air d'être lean, il y a des années d'investissement, en temps et en argent. Je vous parle d'expatriation, mais si je n'avais pas moi-même fait la démarche d'expatriation, si je n'avais pas investi tout ce temps, toute cette énergie et tout ce fric aussi, à faire des erreurs, à vous dire ok ça marche pas. Voilà les écueils à éviter. Ça c'est les points positifs, les points négatifs. Voilà ce que j'ai essayé. J'ai travaillé en call center, j'ai travaillé dans un café, j'ai monté des business, j'ai travaillé dans la technologie. Si j'avais pas tous vécu, l'infoprenariat que je vends, je pourrais pas le vendre tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si le business a l'air en fait d'être lean, il faut quand même qu'il y ait un vécu derrière pour pouvoir vendre une information. Alors je sais, il y a des gens qui sont cyniques qui vont me dire oui mais Alex, on peut fake. N'importe qui peut fake. Ok. Même si tu veux fake, tu vas devoir montrer certaines choses quand même à tes clients. Ils vont vouloir voir des choses. Tu vas devoir louer les Lamborghini. Tu vas devoir acheter les fausses Rolex. Tu vas devoir... tu vois ce que je veux dire? Tous ces gens qui investissent dans le fake, sans paraître, ce sont des frais. Okay, bon, pour moi, il y a également un coût psychologique à être en permanence en train de mentir à ses clients, des clients ensuite qui vont forcément se retourner contre toi, tu es obligé de les bloquer, etc. C'est toute une mentalité particulière. Hein. Donc, il y a toute cette taxe-là. Mais ce que je veux dire, c'est que même théoriquement, un type qui va par exemple te faire une visite de soi-disant de sa maison, de son penthouse, en réalité c'est un Airbnb. Mais il a bien fallu qu'il le loue le putain d'Airbnb. Il a fallu qu'il fasse venir une équipe de tournage, il a fallu qu'il paye des monteurs. Je parle des professionnels. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça amène également au point suivant qui concerne ce coup-ci les gens sérieux et les escrocs, les deux. Quand on parle de visibilité, de notoriété, il faut faire la tournée des podcasts. Vous avez vu récemment qu'une interview chez Guillaume Play, donc dans son podcast Legend, c'est 80 000 euros. Ça a tourné sur Twitter il n'y a pas longtemps. 80 000 euros si vous voulez apparaître chez Guillaume Play. Ok.
Vous vous doutez bien, les amis, que tous les podcasts business, que les mecs que vous voyez à Dubaï, etc., c'est pas forcément gratuit. Ok. Surtout si vous démarrez, vous êtes un random et vous voulez directement aller sur des grosses plateformes pour avoir de la notoriété, c'est très lent d'être gratuit. Ok. Et puis il y a également la publicité Facebook, etc. Si vous voulez lancer, faites un lancement de produit, etc. Moi, j'ai fait un challenge il n'y a pas longtemps, en décembre. C'était uniquement de l'organique, je ne vous en ai parlé qu'à vous. Mais si c'était à refaire, et je le referai bientôt, je balancerai des ads. Ce sont des frais qu'il faut effectivement investir. Derrière, si vous faites des appels de closing, c'est-à-dire que vous allez faire des entretiens avec vos clients, et que vous voulez déléguer ça à des closers, il faut leur donner une commission. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière ça, vous avez peut-être, si vous êtes basé en France, parce que je suppose que, ça, je vais y revenir d'ici une seconde, mais vous allez lancer un business en France au début, puisque vous êtes encore bloqué en France, vous voulez quitter la France, vous voulez être libre. Donc vous allez lancer en France au début. Bah, il faut pouvoir payer la TVA, etc., etc., etc. Et donc en fait, un business qui semble comme ça, du point de vue d'un spectateur, est très simple, bah, si vous réfléchissez bien, il y a beaucoup de frais qui sont engagés déjà en amont pour gagner en crédibilité, et puis en aval pour pouvoir ensuite payer tous les impôts, toutes les taxes auxquelles vous serez soumis lorsque vous êtes en France. Et ça amène en fait au deuxième sujet. Les gens se disent souvent le business en ligne c'est bien parce qu'après je peux quitter la France. Et du coup c'est plus facile de faire de l'optimisation fiscale avec un business en ligne forcément. Parce que si je suis en physique je suis bloqué là, si je suis en ligne je peux bouger. Oui, ça c'est vrai. Une fois que le business tourne, le challenge que vous allez avoir c'est que réalistiquement parlant, comme j'ai dit, si vous avez déjà quitté la France, vous êtes déjà dans une destination avec une fiscalité on va dire normale. J'ai pas envie de dire allégé parce que c'est pas allégé en fait. Il y a les enfers fiscaux et puis il y a les gens normaux. Bon, si vous avez déjà quitté la France, ce que je vous dis là ne vous concerne pas, même pour la majorité des gens. Vous êtes en France, vous êtes en Europe de l'Ouest, vous êtes en Occident, et l'idée, vous voulez monter un bise et pour ensuite vous barrer. Mais pendant la phase où vous allez monter votre bise, à un moment donné, il faut être sérieux. Avant de vous barrer, vous allez vouloir avoir un bise qui tourne, qui vous rapporte au moins autant que votre emploi salarié, etc. Mais pendant toute cette phase, vous allez engranger des profits, vous allez devoir les payer, les putains de taxes. Et le problème, c'est que vous lancez un SaaS, vous lancez un e-commerce, vous lancez ce que vous voulez. Vous allez être en compétition avec des gens qui ne sont plus en France, les amis. Ça, c'est le problème, en fait, c'est le problème du marché digital, en fait. Vous allez être en compétition, mettons que vous lancez un SaaS, un e-commerce. Mais il y a peut-être un mec à Dubaï qui lance un e-commerce dans la même niche que vous. Il y a peut-être un mec à l'île Maurice qui lance un e-commerce de la même niche que vous. Lui n'a pas toutes les taxes que vous avez. Lui n'a pas toutes les régulations que vous avez. Ça veut dire qu'il va être beaucoup plus flexible dans son business. Et donc, il va vous bouffer des parts de marché. C'est que vous arrivez sur des marchés où vous êtes immédiatement mis en concurrence avec des gens qui ont des avantages compétitifs par rapport à vous. Parce qu'ils lancent ce type de business dans des endroits, effectivement, la fiscalité est allégée. Donc vous voyez que cette fiscalité, en réalité, ça peut être un avantage une fois que vous êtes parti. Mais tant que vous êtes bloqué en France, ce n'est pas un avantage et même c'est un inconvénient. Parce que vous êtes en compétition avec des mecs qui, eux, n'ont pas les freins que vous avez, vous. Ça amène au sujet suivant qui est la scalabilité. C'est le grand avantage de tout produit digital. Un software, une formation en ligne, etc. C'est la scalabilité. Qu'est-ce qu'on appelle la scalabilité? C'est très simple. Si j'ai un restaurant qui peut accueillir 30 personnes et que je veux en accueillir 300 ou 3000, il me faut plusieurs restaurants. Mais si j'ai un software avec 30 utilisateurs et que je veux en prendre 3000, j'ai rien à faire. À la limite, je clique sur un bouton sur Amazon Cloud ou j'augmente la capacité des serveurs. Bon, ça ne demande rien. D'accord? C'est scalable à l'infini. C'est un énorme avantage pour quelqu'un qui a des centaines de millions d'euros de financement et qui veut scaler à l'international. Mais pour un mec qui a lancé un petit logiciel depuis, la banlieue de Clermont-Ferrand, ok? Et son logiciel marche. Le mec, ça y est, il se lance sur le marché international, ça marche, c'est son SaaS, il fonctionne, ça commence ça. Ouais, c'est une idée intéressante. Ah, mais quand tu te retrouves en compétition avec des mecs de la Silicon Valley qui posent 50 millions sur la table pour faire la même chose que toi, c'est nettement moins drôle. C'est nettement moins drôle. C'est tout le problème de la scalabilité. La scalabilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières. Tu es dans la même arène qu'un type qui est à Dubaï, qu'un type qui est à Hong Kong, qu'un type qui est à la Silicon Valley. Vous êtes tous dans la même arène, les gars. Le problème, c'est que vous n'avez pas les mêmes moyens. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Tu vois la différence? Ça veut dire qu'en gros, tu es dans un aquarium géant. Enfin, tu n'es même pas dans un aquarium, tu es dans un océan où toi, tu es un petit poisson. Demain, tu peux croiser un requin, tu peux croiser un porte-avions. Et vous êtes en compétition. Alors, évidemment, pour le porte-avions, c'est très bien d'avoir toute cette marge de manœuvre. Mais pour toi, c'est peut-être moins sympa. Tu vois? Donc voilà, donc les gens, tu vois, s'imaginent que le business en ligne, c'est gratuit, c'est scalable, c'est digital, on peut bouger, etc. Oui, très bien. Mais en réalité, quand tu vas lancer ton truc, toi, tu ne vas pas être en train de bouger à Malte, à Bali, tout ça. Tu vas être bloqué en France avec ton emploi salarié.
Et tu vas attendre que ton machin en ligne fonctionne pour te barrer. Mais pendant que tu essaies de le faire fonctionner, tu es en compétition avec des mecs qui sont déjà partis, qui ont une fiscalité allégée. Si tu lances un SaaS, si tu lances un e-commerce, tu es en compétition avec des mecs qui ont des dizaines de millions à poser pour rentrer sur le marché. Ce qui fait que, ça amène au point suivant. Un type qui lance une boulangerie à Saint-Romain-la-Chalme, bah il y a lui quoi, c'est tout. Il ne sera jamais en concurrence avec le meilleur ouvrier de France, il ne sera jamais en concurrence avec un type, un boulanger à New York dans un hôtel de luxe. Il sera jamais en concurrence. Il est dans le Jura, il est à Clermont-Ferrand, il est à Rouen, il est où tu veux, il a sa boulangerie, là il manquait une boulangerie. Bon, bah, il a ses clients. Personne ne peut rentrer en concurrence avec lui. Tu vois, quand tu as un business physique, ça limite, enfin c'est moins scalable, forcément, c'est le problème du physique, mais la non-scalabilité est aussi un avantage, à savoir que c'est plus difficile pour les gros de rentrer en concurrence avec toi. Parce qu'eux-mêmes aussi ne peuvent pas empiéter sur ton territoire alors qu'ils sont à 10 000 km de chez toi. Parlons aussi des taxes et des régulations. Tu dis bise en ligne, je me casse, je m'en fous des régulations françaises. Oui, mais je me casse une fois que ça marche, mais le temps que tu fasses marcher le truc, tu es quand même bloqué en France. Ok ? Quand tu as un business physique et que le législateur vient te casser les couilles, mettre une loi, c'est vrai, ça va te casser les couilles. Mais tous les acteurs qui sont sur ton marché sur ton marché sont soumis à la même loi que toi. Donc vous êtes sur un terrain d'égalité. Il n'y a pas un mec qui est soumis à une loi et un mec qui est soumis à une autre. Il n'y a pas un mec qui est soumis à des réglementations infernales et l'autre qui est libre de faire ce qu'il veut. Vous êtes tous à la même enseigne. Et c'est quand même nettement plus facile de faire de la compétition dans un marché où vous êtes tous à la même enseigne sur le plan législatif que de concurrencer les mecs, effectivement, qui sont dans les destinations, ils en ont rien à foutre. Tu crois pas? Tu vois, quand je me suis lancé dans l'arbitrage Airbnb, je ne savais pas tout ça. J'avais jamais pensé à tout ça. J'avais jamais pensé au fait que c'est un business qui leverage, qui utilise l'IA, mais qui ne peut pas être remplacé par l'IA. J'avais jamais pensé au fait que c'est un business qui a tous les avantages de l'immobilier sans les inconvénients et qui a aussi également toute la flexibilité du business en ligne, sans les inconvénients dont je viens de te parler, parce que c'est semi-physique, tu es quand même localisé. J'avais jamais pensé au fait que ah bah ouais, l'IA pourra jamais te prendre tes appartements. J'avais jamais pensé au fait que quand tu te lances effectivement dans ce type de business model, moi je me lance ici, je suis à Cluj, je ne suis pas en concurrence avec un mec qui est à Lyon, je ne suis pas en concurrence avec un mec qui est à Medellin, un mec qui est à Chypre, un mec qui est à Dubaï. Et plus en fait je regarde les différents types de business models et je cherche réellement à comprendre leurs avantages et leurs inconvénients, plus je comprends en fait que je suis tombé sur une mine d'or avec mon truc, qui à la base était un truc à la con. Tu vois, un petit truc, ouais, tu loues, tu sous-loues. En fin de compte, je suis en train de cocher les cases et je me dis, attends, c'est un truc qui ne peut pas être remplacé par l'IA, mais qui peut utiliser l'IA pour répondre aux clients. C'est un truc où tu ne fais pas bouffer par des compétiteurs 10 fois plus gros que toi. C'est un truc où tu as la possibilité d'exploiter la certitude, la data du marché de l'immobilier sans être bloqué, pieds et poings liés, avec une banque à notaire et tout ça. C'est un marché où tu vas profiter de l'oseille qui a à se faire dans la location courte durée, mais encore une fois, sans être bloqué, où tu peux rentrer sur un marché, tu peux sortir dès que tu en as envie. C'est un marché où tu rentres avec zéro risque en fait, parce qu'avec toute la data qu'on a, comme j'ai déjà dit, on sait exactement combien on va gagner à l'avance. Quoi d'autre comme avantage? Je sais pas, tu vois, quand tu réfléchis, il n'y a pas beaucoup de business qui ont tous ces avantages-là. C'est un marché sur lequel n'importe qui de la classe moyenne peut rentrer. Il n'y a pas besoin d'avoir des dizaines de millions. Il y a quand même pas mal d'avantages. Zéro risque, impossible d'être remplacé par l'IA, pas de compétition de la part des gros, classe moyenne friendly, entièrement automatisable et délégable, utilise l'IA mais n'est pas menacé par l'IA. Ça fait pas mal d'avantages finalement, tu vois. Alors oui, effectivement, qui dit location courte durée dit législation. Soit en passant n'importe quel business. C'est-à-dire tu lances une boulangerie, tu lances une boîte de plomberie, il y aura de la législation. Je veux dire. Ça c'est pour les gens qui disent oui, mais voilà, il faut faire des démarches en mairie. Mais tu crois que le mec qui ouvre une boulangerie, il ne fait pas des démarches en mairie? Pose-toi la question. Tu crois qu'il ne fait pas des démarches en mairie? Pose-toi simplement la question, quand toi tu vas trouver un boulot, le nombre de démarches que tu dois faire juste pour avoir un putain d'emploi en CDI. On te demande des papiers et les machins. Pose-toi la question en France. Quand tu cherches un logement pour te loger toi-même, le nombre de papiers qui te sont demandés. Il ne faut pas regarder les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient. Il faut les regarder telles qu'elles sont. Tu es en France pour le moment. Tu es bloqué en France. Tu veux quitter la France. Première étape, c'est de monter un business qui puisse te libérer. Okay, ça, c'est une donnée non négociable. Ne va pas imaginer, mais attends, dans le meilleur des cas, si j'étais à Dubaï, qu'est-ce que je voudrais? Non, tu n'es pas à Dubaï. Tu n'es pas à Dubaï, tu n'es pas en Thaïlande,
tu es en France, tu as ton emploi salarié. Là, maintenant, il faut que tu montes un business, ok, qui puisse te rapporter à terme autant d'argent que ton emploi salarié pour que tu puisses souffler et ensuite réfléchir à une solution de repli. Quelles sont les options que tu as à ta disposition? C'est ça, la donnée de base. Ok? Tu ne quitteras pas le pays tant que tu n'auras pas un truc rentable. Pour avoir un truc rentable, il te faut une boîte. Pour ouvrir une boîte dans ce putain de pays, de toute façon, il te faudra effectivement suivre un certain nombre de lois. Et en réalité, dans n'importe quel pays développé, il y aura toujours des lois, les amis. Pas non plus croire qu'à Dubaï, etc., il y a zéro loi. Okay, si vous voulez qu'il y ait zéro loi, vous allez en Afghanistan. Donc le business en ligne, c'est très bien, mais attention. Certains aspects du business en ligne qui peuvent être perçus comme étant des avantages sont en réalité des épées à double tranchant. Également, pour moi, le plus gros point négatif du business en ligne, c'est l'incertitude. Vous ne saurez jamais quand c'est que vous allez percer, comment, avec quel produit, combien, etc. Donc ça va dépendre du type de business que vous voulez lancer, les amis. Moi, le business, pourquoi je propose toujours ce business d'arbitrage? Parce qu'encore une fois, c'est step by step. Okay, il y a un modus operandi. On ne devine pas là. Okay, on fait tout avec de la data. On fait tout avec des chiffres. Step by step. Step 1, step 2, step 3, step 4. Okay, n'importe qui de la classe moyenne peut rentrer dans le business. Il n'y a pas d'incertitude. On sait à l'avance combien on va gagner quel mois, parce que les logiciels nous montrent la saisonnalité. En janvier, tu vas gagner tant. En mars, tu vas gagner tant. En juillet, tu vas gagner tant. À l'année, tu vas gagner tant. On sait tout à l'avance. Il n'y a aucun autre business qui peut vous proposer un tel degré de certitude, hormis peut-être le fait d'acheter un appartement et de mettre en location classique. Bon, là, vous connaissez à peu près les prix des loyers. Tiens, encore un autre avantage de faire de l'arbitrage locatif. C'est un truc qui part en couille. Un gros truc, une chaudière qui ne marche plus, un balcon qui s'effondre. Bah, c'est pas pour votre gueule. C'est pour au proprio de se démerder. Si le balcon se fissure, par exemple. Attention, j'ai pas dit, si vous avez fait le con, vous avez foutu un jacuzzi sans le dire au proprio sur son balcon qui s'effondre, vous êtes dans la merde. C'est évident, faut pas être con. Mais s'il y a des fissures, il commence à avoir des infiltrations. Monsieur le propriétaire, l'appartement n'est plus exploitable. Merci. Je vous laisse vous occuper des fissures, tout ça. On se recontacte quand c'est prêt. Enfin voilà. On arrive bientôt au printemps, les amis. Donc moi, je vais être clair avec vous, les amis. L'arbitrage locatif, c'est pas un truc qui va vous faire devenir millionnaire. C'est un truc qui, vraisemblablement, avec un premier appartement, va vous faire gagner entre 400 et 800 euros par mois. En fonction de budget que vous y mettez, en fonction de l'endroit où vous exercez l'activité. Et c'est entre 400 et 800 euros par mois, lissé à l'année. Okay, donc mettons que si vous avez un appartement qui va vous rapporter en moyenne 400 euros par mois, ben vous allez avoir des mois à 100 et vous allez avoir des mois à 800. Okay, c'est une moyenne à l'année. Vous faites 400 fois 12 et ça vous fait votre revenu à l'année. En réalité, on réfléchit à l'année quand on lance ce type de business. L'idée, c'est de lancer 3, 4, 5, 6 appartements pour pouvoir avoir l'équivalent d'un salaire médian en France. C'est ça le but premier. Après, vous pouvez en lancer plus, vous pouvez vous lancer avec des villas, vous pouvez lancer dans le luxe, c'est tout à fait possible. Et aller chercher les 4 000, 5 000, 10 000 euros par mois, le faire à l'étranger, très bien. Mais je préfère vous proposer des plans solides, okay, des trucs où on sait que ça va marcher, pas des plans sur la comète. Moi, avec cette offre-là, c'est ça que j'offre aux gens. Un truc qui va te permettre, dans un premier temps, d'avoir très rapidement un complément de revenu non négligeable et sûr, et dans un deuxième temps, de remplacer ton emploi si tu le souhaites, avec zéro risque. C'est ça, en gros, c'est ça l'offre. C'est pas Dubaï, millionnaire, Lamborghini. On arrive au printemps, on arrive bientôt à la saison chaude. C'est là que c'est le meilleur moment pour faire de l'oseille sur ce type de plateforme. Si vous voulez être en capacité de lancer un appartement et d'avoir immédiatement, en un mois ou deux, un retour sur investissement, c'est le moment de se lancer. Okay, pas après les vacances, machin, quand il commence à faire gris. C'est maintenant. Si vous êtes intéressé à vous lancer dans ce type de business model, vous voulez qu'on en parle, vous voulez voir comment ça fonctionne, voir si c'est valable pour vous. Vous avez une adresse email en description, vous m'envoyez un email et vous me parlez en gros de votre projet. Je vous recommande fortement, avant de faire ça, 1. De regarder le guide gratuit qu'il y a en description pour comprendre les étapes en gros. Et 2. Si vous avez le temps, vous allez sur ma chaîne, vous tapez dans la recherche Airbnb et vous regardez les différentes vidéos que j'ai faites pour présenter mes Airbnb, pour montrer comment j'ai fait, pour que vous compreniez en gros comment le business fonctionne. Si ça vous plaît, que vous êtes ultra motivé et vous voulez vous lancer, vous m'envoyez un email, j'étudie votre candidature, on discute et s'il y a un match, on peut démarrer. Je vais terminer ce petit cigare les amis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite de passer un très bon samedi. Ciao.